Bonjour et bienvenue pour un nouveau débriefing sur le terrain. Nous sommes dans l'amphithéâtre de l'IHU Méditerranée Infection à Marseille avec le professeur Mathieu Million. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous accueillir ici et de nous accorder un peu de votre temps. Nous sommes donc sur le terrain, je le disais, et vous, votre credo, c'est celui du réel. Vous avez fait plusieurs interventions en mettant en avant votre expérience de responsable de l'hôpital de jour ici à Marseille depuis, donc en particulier pour le Covid depuis bientôt 2 ans. Et vous avez sonné, si l'on peut dire, la revanche du réel face aux big data qui parfois s'en sont trop éloignés. C'est vrai. Donc vous pensez quoi, que le terrain gagne toujours à la fin? Je ne sais pas qui gagne à la fin. En tout cas, effectivement, vous revenez sur un épisode l'année dernière qui avait été assez médiatique, puisqu'on avait réagi immédiatement au Lancet avant même que la communauté internationale, qui a réagi en même temps que nous et qui a conduit à la rétraction de cet article. Vous aviez même déclaré sur BFM que, selon vous, aucun auteur de cette fameuse publication n'avait jamais vu un patient Covid, selon vous. Vous supposiez ça. Donc, finalement, voilà, difficile à vérifier, mais quand on voit 3 ou 4 auteurs qui ont publié sur 96 000 patients, et le contexte où j'avais communiqué là-dessus à la demande des collègues et du professeur Raoult, qui est dans la même dynamique, c'était plusieurs études qui étaient contradictoires, et donc j'étais en train de faire un travail qu'on a publié, donc du coup c'était une méta-analyse comparative pour voir quels étaient les critères des études qui concluaient à une efficacité et des études qui concluaient à une absence d'efficacité, voire à une toxicité. Et c'était assez difficile, c'est pas la méthodologie qui explique ça, on s'arrachait un petit peu les cheveux, et là le LancetGate sort, et là ça nous a aidé à comprendre, quoi. C'est-à-dire que quand il est possible de publier dans le Lancet, qui est la meilleure revue au monde, un article sur 96 000 patients, donc au niveau de l'effectif, c'est impossible de faire mieux, voilà. Et puis que vous vous rendez compte qu'au final, tout ça, en fait, c'est pas vrai, puisque à la fin, il y avait déjà des anomalies dans l'article et qui ont poussé la communauté scientifique à demander des vérifications. Et c'est un petit peu l'illusion du big data, c'est un petit peu une des illusions qu'on peut avoir en ce moment en faisant, c'est le virtuel par rapport aux cliniciens. Donc quand on disait parmi les auteurs, le fait, nous, de voir les patients, de les voir, connaître les histoires, d'avoir différences de comportement, on voit par exemple actuellement des patients qui viennent, qui ont peu de risques, vaccinés, qui viennent tôt se faire traiter. À l'opposé, on voit des personnes, avec des gros facteurs de risque, qui ne sont pas vaccinés et qui arrivent après 15 jours, 3 semaines et qui arrivent à un état de détresse respiratoire. Et entre ces deux comportements, tout est possible. Mais ça, si vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne voyez pas, ces comportements-là, quoi. Et du coup, cette expertise clinique, effectivement, elle n'a pas de prix pour arriver à interpréter et analyser les données et l'importance du traitement précoce qu'on a défendu depuis maintenant 1 an et demi. Mais cet épisode du LancetGate, ça avait été très, très édifiant et je crois que ça a marqué un peu la communauté. Ouais. Alors, concernant les grands dogmes qui ont pu entraver ou animer le débat, la controverse scientifique, vous avez aussi pu vous exprimer sur les fameux essais contrôlés, randomisés, donc avec tirage au sort aléatoire des patients. Pour vous, ces essais ont leurs limites par rapport aux études observationnelles. Pouvez-vous expliquer en 2 mots pourquoi? Puis ceux qui voudront creuser iront voir votre intervention de l'époque, mais expliquez pourquoi ce standard de preuve peut être inopérant dans certaines situations. Alors, le standard de preuve qui est basé sur le fait de tirer au sort les patients avec pas de traitement et un traitement, il peut être adapté, par exemple, dans des maladies chroniques, où entre 2 traitements, on peut tirer au sort un des 2 traitements et éventuellement voir ce qui se passe. Là, le fait, dans les maladies infectieuses aiguës, de faire un essai randomisé avec un groupe contrôle sans traitement, alors qu'il existe un traitement qu'on connaît très bien, la chloroquine, puisqu'elle a été utilisée depuis des dizaines d'années en maladies infectieuses, d'abord dans le palu, et notamment dans 2 infections qu'on appelle les infections à Coxiella burnetii et la maladie de Whipple. Donc, c'est des traitements qu'on connaît à la même posologie qu'on donne dans le Covid depuis plus de 20 ans. Donc, M. Raoult a développé ça. Et il a développé ça, c'était les Américains qui avaient mis en évidence l'effet de la chloroquine sur les bactéries intracellulaires, notamment à Coxiella burnetii. Donc, c'est quelque chose qui ne vient pas de Marseille au départ, quoi.
Au départ, dans le Palu, ça vient pas du tout de Marseille. Dans Coquille-la-Burnetti, c'était pas uniquement à Marseille que ça a été mis en place. Et donc, c'est un médicament qu'on connaissait très bien jusque-là. On a un médicament qui est efficace sur un virus qui est potentiellement mortel in vitro. Et le fait de tirer au sort contre l'absence de traitement, c'est quelque chose qui va aussi à l'encontre du serment d'Hippocrate de traiter, de faire au mieux pour un patient. Et faire au mieux, évidemment, si on a un traitement qui marche potentiellement sur une maladie mortelle, c'est de donner le traitement au patient qu'on a en face de vous, quoi. Donc, ce modèle des essais randomisés contrôlés qui a été mis comme standard par Fischer notamment. Fischer, c'est un biostatisticien qui est très connu par ailleurs, et pas forcément adapté à toutes les situations sanitaires et à toutes les maladies. Donc ça, c'est très pertinent, votre remarque. Et nous, on pense qu'effectivement, dans les maladies infectieuses aiguës, les études observationnelles peuvent être plus performantes. Il s'agit par contre, la base, c'est d'observer tout ce qui se passe, c'est-à-dire d'observer, de bien enregistrer vos patients, de voir comment ils évoluent et de voir quel est le meilleur traitement. Et c'est le professeur Maranenki qui était venu faire une super intervention. Dominique Maranenki, l'ancien directeur général de la NSM, je crois. Exactement. L'ancien directeur général, il nous avait raconté qu'il a été un des premiers en France à faire la greffe de cellules souches dans les leucémies. Et aux États-Unis, la personne chez qui il avait été en mobilité, pour la greffe de cellules souches, n'avait pas fait d'essai randomisé du tout. Il a fait protocole 1, protocole 2 avec des améliorations par rapport au protocole 1, protocole 3 avec des améliorations par rapport au protocole 2, et ça avait été une révolution, puisqu'aujourd'hui, la greffe de cellules souches, plus personne ne remet ça en cause. Et dans le même contexte, faire des essais randomisés alors que vous devez avoir un matching sur le groupe sanguin, etc., c'était contresens, et à l'époque, ils avaient été beaucoup critiqués. Et c'est dans le même contexte qu'il y avait une radiation. Il a été radié, le professeur Maranenki, avant d'être réhabilité. Mais du coup, ça avait été très instructif, quoi. Donc, dans des maladies comme ça, le mieux, c'est d'observer ce qui se passe, de vraiment collecter aussi l'évolution des patients, de voir un petit peu ce qui se passe, quelles complications ils font, de comprendre la maladie. Et pourquoi comprendre la maladie? C'est-à-dire qu'une fois que vous comprenez le mécanisme, vous pouvez jouer sur ce mécanisme. Par exemple, la coagulation, si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas comprendre qu'ils font des caillots et qu'ils vont faire une embolie pulmonaire, et que, par exemple, la chloroquine ne suffit pas là-dessus, il faut mettre des anticoagulants chez certaines personnes. Donc, effectivement, les essais randomisés ont leurs limites. Il fonctionnerait, disons, on peut dire, pardon, sur une maladie qu'on connaît déjà très bien, avec qui n'aurait pas de nombreuses inconnues et variables à découvrir. C'est exactement ça. Et pour laquelle on dispose de temps et pour laquelle on n'a pas rien à proposer pour un groupe contrôle. Quelque part, il y a ça, et puis aussi le fait que ce qu'on voit maintenant, c'est les mégatrials. Les mégatrials, c'est afin d'avoir une puissance nécessaire pour faire un essai randomisé, on va avoir des essais gigantesques sur des dizaines de centres. Et ce qu'on pense, c'est que chaque centre n'a pas forcément la même approche, la même prise en charge. Et quand vous mélangez des effectifs différents, de centres différents, vous avez des efficacités différentes sur le centre. Donc déjà, ce qu'on recommande, c'est que dans les futurs essais randomisés, ils analysent systématiquement par centre ce qui se passe, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Quand vous avez un essai randomisé multicentrique mondial, qui est européen ou français, vous avez peut-être 10, 15, 20, 30 centres, mais vous n'avez pas l'effet par centre. Alors qu'on sait très bien qu'en fonction des centres, vous n'avez probablement pas la même prise en charge de base. Donc ça, d'emblée, ça peut brouiller le message, et c'est notamment ce qui est mis en image par le paradoxe de Simpson. Le paradoxe de Simpson, c'est le fait de mélanger des choses qui sont a priori différentes, soit en fonction de la population, par exemple, et quand vous mélangez tout ça ensemble, sans faire d'analyse par centre, soit vous pouvez conclure à l'effet inverse, soit au fait qu'il n'y ait pas un effet alors qu'il y en a un. Donc c'est assez connu, le paradoxe de Simpson, et ça peut être un biais de tout ce qui est vraiment soit le big data, soit les mégatrials qui peuvent négliger certains facteurs confondants. Exactement. Teslery, qu'on avait interviewé, ajoutait à cette critique des essais randomisés le fait que les essais de très grande taille étaient désormais uniquement à la portée financière de l'industrie pharmaceutique. C'était très difficile de les faire financer par de la recherche publique ou indépendante. Est-ce que pour vous, c'est un risque supplémentaire qui soit sur une pente, enfin en tout cas qui soit plus susceptible d'être soumis à des conflits d'intérêts Alors c'est sûr que là-dessus,
c'est sûr que les essais randomisés en double aveugle, ça nécessite une logistique qui est vraiment énorme. Et en tout cas, les personnes qui vont publier l'essai ne sont pas forcément les personnes qui ont vu les patients. Nous, en tout cas, on défend ça, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans nos études observationnelles, on les connaît, on les a traitées. Si ce n'est pas à nous, c'est le collègue. Et on sait comment ça se passe en pratique. Alors que des fois, quand vous voyez des essais randomisés, vous avez des centres, mais ils ne sont même pas au courant de leurs résultats pour leur propre centre. Ils envoient les données au centre qui régule tout ça. Il se passe quelque chose, il y a une publication derrière, mais eux ne sont même pas au courant. Est-ce que leurs propres patients, sur leur propre centre, qu'est-ce que ça a donné? Et quand vous centralisez, ça c'est un fait, c'est le fait de centraliser énormément de centres, de centraliser des informations. Là, ça devient vulnérable une fois que c'est centralisé, éventuellement à des influences qui sont potentiellement négatives, quoi. Alors, les conflits d'intérêts, ça a été aussi un de vos sujets d'études sur lequel vous vous êtes exprimé dans cette crise. Qu'avez-vous retiré de votre étude de ce phénomène? On avait, tout à fait, l'année dernière, on avait du coup publié une méta-analyse préliminaire qu'on a continué par un deuxième travail qui, pour l'instant, n'a pas pu être publié. Il a été soumis, mais jamais accepté, dans lequel on regardait les critères qui prédisaient l'efficacité ou l'inefficacité de la chloroquine dans le Covid. Et au final, effectivement, ce qu'on a trouvé, c'est que les études de Big Data qui avaient une entreprise privée qui gérait les données étaient toutes. Donc, c'était l'exemple du Lancetgate, mais il y en a eu d'autres. Elles étaient 100% contre la chloroquine. Pour faire un petit commentaire sur le Lancetgate, on ne sait toujours pas aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'investigation. Le site de surgisphère.com est fermé. Et derrière, cette directrice des ventes a sans doute repris ses activités. On n'a aucune. Le lien a été coupé. Et il n'y a pas eu d'investigation non plus derrière, ce qui n'est pas normal. Dans un tel cas, il devrait y avoir quand même une investigation derrière pour essayer de dépioter ce qui s'est passé, quoi. Donc, dans tout ce travail, on avait regardé les facteurs prédictifs, donc il y avait ça. Et le fait que le travail soit financé en partie ou en totalité par une entreprise pharmaceutique était éventuellement en concurrence avec la chloroquine, était associé statistiquement et significativement avec soit pas d'effet, soit un effet toxique. Dans Lancetgate, il faut voir, il décrivait 3 fois plus de morts et 10% de tachycardie ventriculaire. Tachycardie ventriculaire, c'est comme dans les séries où vous choquez le patient. C'est quelque chose qui est en dehors n'importe quel médecin. C'est que 10% de tachycardie ventriculaire, c'est énorme. Donc voilà, effectivement, on avait fait des associations, comme on appelle dans ces approches un peu non supervisées, où on voyait que en fonction de là où était faite l'étude, du design de l'étude, du financement, ça pouvait impacter le résultat. Et on avait aussi mis en évidence l'expertise médicale, c'est-à-dire que si dans les auteurs vous aviez quelqu'un qui était vraiment un spécialiste, ça aussi, ça a changé la donne. Sur le fait de constater ou pas une efficacité. Voilà. Alors justement, on revient un peu à notre point de départ et à la suite de votre action, puisque vous êtes toujours en situation de vigilance et à préparer à accueillir à nouveau des malades Covid. On n'a jamais arrêté. Ces prochaines semaines. Oui, couper, depuis le 17 mars 2020. Oui, mais il y a eu des périodes où ça a baissé. Voilà, tout à fait. Mais on n'a jamais complètement arrêté. Mais vous, du coup, en ambulatoire, je parle, et l'hospitalisation non plus, on n'a jamais arrêté de prendre en charge les patients Covid hospitalisés. Alors vous, au-delà des controverses, des études scientifiques, des querelles qui animent la communauté scientifique, qui font partie de son mode de vie habituel, si on doit retenir une chose dans cette crise, vous, c'est vraiment le soin et la prise en charge. On peut débattre de tout, sauf du soin, c'est ça? Je crois que c'est une excellente remarque, c'est-à-dire qu'effectivement, le vrai scandale, c'est le non-soin. C'est-à-dire le fait de pouvoir laisser des gens au domicile sans surveillance médicale, sans évaluation médicale, avec des situations qui nous ont été rapportées par des patients et parfois des situations qui ont mal tourné. Du coup, et ça, vous ne verrez jamais d'études randomisées en double aveugle qui comparent on n'a pas soigné le patient et on a soigné le patient. Parce que, évidemment, personne n'acceptera de faire une telle étude. Mais pourtant, dans la vie réelle, c'est des choses qu'on a pu voir. Donc la base, effectivement, c'est le soin. Et ça, c'est 90% de ce qu'on fait. C'est-à-dire que la chloroquine ne vient qu'en plus. L'effet qu'on a décrit avec la chloroquine de façon précoce, c'est un facteur 3 à peu près. Ça divise par 3
par rapport au traitement de base où on donnait par exemple l'azithromycine, le zinc, les anticoagulants en fonction des facteurs de risque. C'est surtout le dépistage précoce de la détresse respiratoire. Rien que ça. Les Chinois ont montré, comme on le disait tout à l'heure, que si vous mettez de l'oxygène après 48 heures de début de détresse respiratoire, vous multipliez par 2 le risque de décès. Inversement, ça veut dire que quand vous mettez de l'oxygène tôt, vous améliorez non seulement les symptômes, moins de mal à respirer, mais vous améliorez le pronostic de la maladie. Donc la base, ne serait-ce que ça, c'est le dépistage précoce de la détresse respiratoire, c'est le soin. Du coup, le premier point, c'est le fait de prendre en charge les gens. De prendre en charge les gens, c'est la prise en charge médicale, globale, le dépistage des défaillances vitales, qui est la base de la médecine, avant même d'aller penser à donner une molécule comme la chloroquine, dont on pense qu'elle diminue par 3, elle divise par 3 le risque de décès. Elle divise par 3 pas dans n'importe quel contexte. Elle divise par 3 quand vous êtes au stade précoce. Les Chinois ont bien défini ça, c'est les 5 premiers jours après le début des symptômes. Ce qui est réalisable dans la plupart des cas dans un système où le test précoce, accès aux soins et traitement précoce. Et évidemment, quand vous prenez en charge un patient après 15 jours, 10-15 jours d'évolution, donc en deuxième phase, en deuxième semaine, quand il est au pic de l'inflammation, vous perdez cet effet précoce. Donc le dernier mot-clé, et on va sans doute finir là-dessus, c'est la précocité de la prise en charge. Et ça, c'est un concept qui est capital. En tant que responsable de l'hôpital du jour, le traitement ambulatoire, évidemment, c'est la précocité. C'est-à-dire qu'on a les gens avant qu'ils soient graves. Et ça, c'est quelque chose qui a été très mal compris, à tort, à volonté ou pas à volonté, j'en sais rien. Le fait de dire, oui, mais vous, vos patients ne sont pas graves. Mais justement, on veut les prendre au moment où ils ne sont pas graves pour éviter que les complications surviennent. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument être précoce. Évidemment, vous allez traiter à tort des gens qui n'auraient jamais fait de complications, mais par contre, vous allez aussi traiter au stade non grave. Et ça, la précocité en maladie infectieuse, c'est des caractéristiques des maladies infectieuses. Timing is everything. C'est ça. Voilà. Mais le traitement, ok, mais alors le vaccin dans tout ça? Justement, je vous remercie pour cette question. Je crois qu'il y a eu aussi une autre erreur qui a été commise par certaines personnes, c'est d'avoir un raisonnement exclusif, c'est-à-dire de dire c'est où on se vaccine, où on prend un traitement. En médecine, on sait que c'est pas l'un ou l'autre. On fait la prévention, on fait le traitement précoce. Si on est à un stade tardif, on va prendre en charge la défaillance vitale. C'est pas l'un ou l'autre. Clairement non, c'est pas l'un ou l'autre. Et sur le vaccin en particulier, on a communiqué là-dessus. Il y a un travail qui a été fait avec M. Raoult, M. Pierre-Édouard Fournier notamment, sur un grand nombre de vaccinés. Et on a pu analyser en prenant en compte les facteurs confondants. Donc ça, c'est indispensable, notamment dans les études observationnelles, mais y compris dans les essais randomisés. Ça n'empêche pas l'âge, le variant, etc., que le vaccin, il divisait dans cette étude qui a été faite récemment, il divisait environ d'un facteur 3 le risque de décès, et évidemment particulièrement chez les gens à risque. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et ça, je crois que, encore une fois, ça a été... et on le voit fréquemment, où on dit non, c'est soit ça, non. L'un et l'autre, vous faites une bonne hygiène de vie et donc déjà vous avez moins de facteurs de risque et une attitude de prévention. Et sur le vaccin, on a une efficacité sur la prévention des complications. Ça n'empêche pas qu'il puisse avoir des effets secondaires et qu'on puisse décrire ces effets secondaires. Et pour autant dire, oui, on a une réduction d'un facteur 3 dans les chiffres que nous on a eu ici. Je crois que c'est environ 14 000 individus. Et que ce soit des hommes, des femmes, etc. Et plus particulièrement chez les plus de 55 ans qui sont plus à risque, évidemment. Voilà. Donc là aussi, pas de dogmatisme, mais un principe de réalité adapté. C'est ça, un principe de réalité. Et puis, quand on a une maladie mortelle en face de soi, potentiellement mortelle, on est d'accord, et le risque n'est pas du tout le même en fonction des gens, il n'y a pas une seule solution. On va adopter plusieurs actions thérapeutiques, mais sans négliger, par exemple, des molécules qu'on connaît bien, qui coûtent 5 € la boîte, et pour lesquelles on pense qu'il y a une efficacité quand elles sont données précaution. Merci beaucoup, Mathieu Millon, de nous avoir accordé du temps dans ce bel amphithéâtre de l'IHU. Merci à tous d'avoir suivi ce débriefing, et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.